Bon, aujourd'hui, j'aborde ce sujet du bouddhisme japonais à Paris sous la Troisième République. En fait, je ne vais pas dépasser non plus les années 1914, puisque le sujet sera déjà épuisé. Alors voilà un peu qu'est-ce qu'on avait éventuellement comme information sur le bouddhisme et le bouddhisme japonais au milieu du 19e, puisqu'il s'agit d'une illustration tirée du récit de Aimé Humbert, un Suisse donc, qui s'était rendu au Japon avant l'ère Meiji, et qui a publié un ouvrage illustré, mais curieusement, c'est comment dirais-je, la version éditée préalablement au feuilleton qui est la plus et la mieux illustrée. Voilà, et ici on a un exemple assez évocateur d'une cérémonie au temple de Kannon à Sakusa. Ensuite de quoi, c'est la grande thématique du japonisme, bien sûr, en général, tel qu'on a essayé de l'évoquer l'année dernière à Genève. Je n'insiste pas, bien sûr, et je dirais même que c'est un peu difficile pour moi de me plonger dans mon sujet maintenant, après toutes ces interventions tout à fait passionnantes. S'il y a quelqu'un qui pouvait me fournir une chronologie sommaire de toutes les manifestations, expositions universelles, privées, collectionneurs et autres, même succincte, une liste au kilomètre, ça nous serait, je crois, fort utile. Voilà, évidemment, un exemple majeur, c'est celui du musée de Tchernouski. On avait cette photo hier dans la présentation de M. Michel Maucker, qui est encore pour moi l'occasion de le remercier, ainsi que Mme Shimizu, puisque c'était aussi des prêts importants pour l'exposition de Genève qui ont été consentis par le musée de Tchernouski, pas le grand Bouddha du Banryuji de Meguro quand même, mais il y a effectivement dans les bronzes bouddhiques japonais de Tchernouski des pièces tout à fait quasiment uniques. Je pense à la statue du couple d'éléphants Kangiten, pièce importante du bouddhisme ésotérique, et d'autres choses tout à fait remarquables, la grande peinture du Nirvana du Bouddha et des choses comme cela. Là-dessus, pour ce qui est de l'illustration ce que j'avais appelé à l'époque le japonisme bouddhique, je renvoie à ce pastel de Frédéric Régamet, le frère cadet du maintenant peut-être bien connu Félix Régamet, qui avait fait une série sur les ateliers des peintres de la femme. Et là, on est dans l'atelier de Carolus Durand. Et vous voyez tout au fond au milieu, un Bouddha doré assis sous une toile représentation de la tentation de Saint-Antoine. Association assez audacieuse, disons, vous voyez. Voilà, même si l'image n'est pas très bonne. Bref, on trouve un peu des Bouddhas partout. C'est à la mode, y compris donc évidemment chez Loti. Loti qui va, j'allais dire, commettre ce roman sur Madame Chrysanthème, qui évoluera jusqu'à donner l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, via l'opéra, la version de André Messager. Vous voyez toujours ici cette représentation du Bouddha, somme toute acclimaté sous les cieux parisiens. Et enfin, pour ce qui est de la version de Puccini, c'est ça qui avait donné le titre à mon exposition, le bouddhisme de Madame Butterfly, parce que, n'est-ce pas, elle se fait maudire, comme on voit ici, par son oncle, Bonze. Et ce qui montre que là, en 1904, lors de la création de Butterfly à la Scala, eh bien, le bouddhisme avait déjà plus la cote, en quelque sorte. Mais l'autre chose intéressante, c'est qu'elle est maudite par son oncle parce qu'elle s'est convertie au christianisme pour épouser, parce qu'elle y croit, son officier de passage, mais lorsqu'elle va commettre le suicide, ça sera bien devant l'image du Bouddha. Donc il y a toute une analyse à cet égard qui pourrait être développée davantage. Là derrière, je reviens quand même sur la question des voyages, des communications avec l'Extrême-Orient. Alors même si le canal de Suez a changé la donne, il faut reconnaître que c'était quand même 2 mois de haute mer avec quelques escales. Donc tant pour l'importation des marchandises que pour les voyages en général des fils de bonne famille, n'est-ce pas, qui, après l'Italie, le grand tour à l'époque de l'Italie ou de la Grèce antique, eh ben on a poussé plus loin jusqu'en Extrême-Orient. Et j'en viens, j'espère que j'aurai aussi la même latitude temporaire qu'ont eu mes prédécesseurs. Parce qu'on va voir des gargouillis dans les estomacs. Bon,
n'est-ce pas? J'en viens évidemment à Émile Guimet, qui reste quand même non seulement incontournable, mais disons emblématique de cette période. Voilà une photo maintenant qui est bien connue, de Guimet à gauche, Régamey en haut à droite. Je dis en haut à droite parce qu'il était beaucoup plus grand que Guimet, qui était tout petit. Donc le photographe a pris soin de balancer sa photo, que je vous montre aussi parce que il y a ce côté un peu curieux, le casque colonial, n'est-ce pas, d'une part, et puis les guettas aux pieds, les chaussures japonaises aux pieds. Ils viennent, Guimet, Régamey arrivent des États-Unis, et on pense bien qu'ils ne sont pas promenés aux États-Unis, pendant 2 mois d'ailleurs, avec un casque colonial sur la tête. Donc c'est vraiment à partir du moment où ils mettent les pieds sur le continent asiatique, on est en pays inconnu, on porte le casque colonial, ce que font les autres touristes au Japon d'ailleurs à l'époque. Même s'ils se justifieraient davantage après pour la suite de leur voyage, puisqu'ils vont continuer en Chine, en Inde, avant de rentrer donc via l'Égypte. Et on retrouve d'ailleurs ce détail dans un dessin de Régamey. C'est vraiment tout un fond, n'est-ce pas, qui est en train d'être découvert, excusez-moi, dans les archives. Nous avons parmi nous Madame Omoto, qui a beaucoup travaillé. C'est elle qui a ressuscité l'image disparue de Guimet Régamey à travers son ouvrage avec Monsieur Macoin dans la collection Découverte Gallimard. Et vous voyez qu'on le retrouve ici avec son casque colonial, les guettas, et Régamey, il lit avec la population en faisant la caricature des gens. Ils vont faire donc une dizaine de semaines au Japon, qui pour Régamey, encore plus que pour Guimet, s'avérera une passion, mais j'allais dire presque pathologique, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, y compris avec les développements politiques qui sont en arrière-plan, que je ne peux pas évoquer plus en détail maintenant, la guerre avec la Russie, etc. Il sera un défenseur acharné du Japon, envers et contre tout, et inversement, un sinophobe convaincu. Et du musée des arts décoratifs, justement, nous avions pu emprunter cette affiche de Régamey qu'il avait, au fond, c'était la réclame pour son propre ouvrage, Le Japon pratique. Il a quand même publié de son propre chef des ouvrages extrêmement documentés, que ce soit le Japon pratique ou le Japon tout court, extrêmement illustrés, et même pour l'un d'entre eux, le Japon traduit en anglais. Donc là, en 1903. Régamey, c'est évidemment ses peintures, puisqu'à son retour du Japon, de leur voyage en Asie, Guimet lui commande, avant même de construire son musée à Lyon, immédiatement après le retour, il lui commande 42 grandes toiles que Régamey va peindre au dépôt des marbres. C'est l'île, une des îles de la Seine, je ne sais plus, pour avoir... Ah voilà, merci. Pour avoir la place. Et sur les 42, à l'heure actuelle, il y en a 17 de localisés seulement. Donc les autres, on ne sait pas si elles sont irrémédiablement perdues ou pas. Et à Genève, j'ai eu la chance de pouvoir en présenter 7, grâce à la libéralité du musée Guimet. Et donc 4 restaurés spécialement pour l'occasion. Et là, actuellement, il y a une campagne en cours de la restauration de la totalité des 7 toiles. Vous me corrigez sinon. Et il y a dans l'air, évidemment, une exposition avec dans la perspective du 100e anniversaire de la mort d'Émile Guimet en 2018. Voilà. Eh bien, la restauration de cette huile, qui est donc les 2 ponts de Nikko, a été une révélation au niveau par rapport à l'état antérieur, au niveau de la finesse des coloris, je dirais même le traitement quasiment impressionniste de la forêt. Et puis, toujours le petit détail chez Régamey, n'est-ce pas, où il a mis Guimet dans le cagot, dans la chaise à porteur, alors qu'on sait que quand ils l'ont utilisé, c'était pas à cet endroit, alors même qu'il a fait un croquis d'une princesse utilisant le cagot pour aller à Nikko. Et à Nikko, déjà, il va commencer, Guimet, ici évidemment à gauche, son enquête, qui va surtout mener de manière systématique à Kyoto, mais déjà en chemin, et il rencontre donc le vice-abbé de Nikko, Ikosaka Jinko, qui va être déjà déterminant pour l'aiguiller dans la suite de ses recherches, notamment sur la symbolique des gestes ésotériques, les mudras.
Ça, c'est l'abbé qui vient leur rendre visite au moment de leur départ. C'est dans la chambre d'hôtel du 3e jour de leur passage à Nikko. Ils arrivent à Tokyo et notamment, ils vont rencontrer des personnalités quand même tout à fait... c'est pas n'importe qui. Ici, vous avez Morotake Ekido, qui n'est autre que le grand chef de l'école Sotoshu du Zen. Et qui va donner des ouvrages, des livres aussi à Guimet. Et ça sera également le cas avec Taki Jakujun. N'est-ce pas? Là, on est du coup arrivé à Kyoto et Guimet aura des conférences tout à fait formelles avec le Shinto d'une part et puis 6 écoles du bouddhisme japonais représentées à Kyoto d'autre part. Ici, il s'agit du Tendai. Et Regame a croqué l'abbé Takijakujun qui lui aussi deviendra un grand prélat. Et à chaque fois, il s'est fait, n'est-ce pas, calligraphier le nom du personnage qu'il a portraituré. Et Taki, là, on le voit encore à droite. Pardon, excusez-moi, tout à gauche, vous voyez, c'est la même position à peu près. Et il est ici tout à gauche, Guimet tout à droite, et Guimet a devant lui un représentant du Shinto. Là, c'est des discussions plus informelles qui ont lieu dans son auberge au bord de la Kamogawa, tandis que le deuxième personnage depuis la gauche, c'est un représentant officiel de la préfecture, un certain monsieur Nakahara, qui est chargé quand même de vérifier, de rappeler que c'est le Shinto l'idéologie nationale. Ça paraît tout à fait clairement. Et puis, Taki va offrir également des livres à Guimet. Ici, il s'agit d'un plan et d'un guide surtout du mont Hiezan. On ne sait pas s'ils y sont montés, mais en tout cas, ils ont reçu cet ouvrage. Et alors ça, je vous le montre pour illustrer, puisqu'on vient de parler des livres, un fond donc tout à fait, enfin comment dirais-je, une expérience tout à fait, comment dit-on, gratifiante. C'était grâce à Madame Hasegawa, qui je crois est parmi nous, chargée du fonds japonais au musée Guimet. On a pu faire un recollement, c'est-à-dire identifier dans l'énorme fonds de la bibliothèque du musée ce que Émile Guimet lui-même a ramené. Et donc, il annonçait dans son rapport avoir ramené 1000 volumes. Eh bien, on arrive effectivement à peu près à ce chiffre. Et pour ce qui est des ouvrages bouddhiques, eh bien, l'intérêt, c'est qu'il y a ces étiquettes collées sur la couverture avec les noms des donateurs. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier, justement, ces pointures du bouddhisme, quand même, de l'époque, à qui il a eu affaire. Et pour ça, je me permets de renvoyer un article que j'ai publié dans le journal asiatique il y a 2 ans. Donc, on arrive effectivement aux 1000 volumes annoncés. Il parle aussi de 600 statues. Et là, pour moi, ça, évidemment, là, on n'a pas encore manière de retracer dans les inventaires tout ce qui vient de Guimet ou de son voyage, puisqu'il achète encore après. Et n'est-ce pas, dans l'exposition du Panthéon bouddhique à l'annexe de l'hôtel Heidelberg, Bernard Franck a exposé un peu plus de 220 pièces, si ma mémoire est bonne, sur 600. Donc, il doit y avoir encore pas mal de choses qu'on pourrait retracer. Voilà, encore un autre exemple qui nous permet d'illustrer la manière de travailler de Regame. Ici, c'est au temple Kenninji de l'école Rinzai-shu à Kyoto. Et vous verrez peut-être pas très bien sur le... Moi-même, sur les lunettes, là. Enfin bref. Et là, il a mis les indications. The artist, ça c'est Regame. Le traducteur, et puis Guimet. Et puis, Regame s'est fait faire son sceau à la japonaise, Regamei, et dont il s'amuse à signer certaines de ses œuvres ou sa correspondance. Et à partir de cette esquisse, de retour à Paris, il peindra une toile comme celle-ci, qui est la seule qu'on connaissait jusqu'à peu, puisqu'elle était exposée au rez-de-chaussée de l'hôtel Heidelberg. Et parmi d'autres de ces huiles, voilà une qu'on a eu la chance d'avoir à Genève et qui a été restaurée pour l'occasion et vraiment qui a retrouvé des couleurs étonnantes. Les restauratrices ont indiqué qu'ils travaillaient Regame l'huile comme une aquarelle, c'est-à-dire de manière extrêmement diluée. Ici, c'est le pavillon des nuages flottants, le Hyunkaku, qui se trouve dans l'enceinte du temple Nishihonganji.
Et si j'arrive à me relire, c'est dans ce pavillon que Guimet a eu sa conférence avec les représentants donc, de l'école de la terre pure Shinshu, qui est importante dans la mesure où c'est la seule qui a été publiée. C'est la seule dont Guimet va faire traduire l'intégralité de cet échange qui avait quand même duré 7 heures. N'est-ce pas? Et en revanche, on ne sait pas, il ne donne aucune mention sur la visite du temple lui-même, et notamment la fameuse salle des cigognes dont M. Cluzel vous a entretenu hier, et de ce beau projet qui, j'espère, aboutira à Lyon aussi. Et puis, il utilise toutes les techniques. Régamet, c'est aussi la gravure, publiée dans différents... Ça aussi, c'est quand même un phénomène extraordinaire en France à l'époque, la quantité de périodiques, de journaux, de hebdomadaires et autres, et illustrés de manière tout à fait remarquable. Voilà encore un autre exemple, ça c'est des conférences alors en privé en quelque sorte, mais il y a le détail, vous voyez la valise à peine ouverte à droite, une statue achetée. Régamet, à une moindre mesure bien sûr que Guimet, a acheté aussi des bronzes et surtout des estampes dont il dira rétroactivement qu'il avait découvert Hokusai à la Bibliothèque nationale impériale à l'époque grâce à Stanislas Julien, qui était effectivement conservateur là-bas. Mais on voit, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais on voit qu'il y a une espèce de concurrence entre les gens pour dire « j'ai été le premier à découvrir Hokusai ». Parce que lui, il dit que ça a vers ses 20 ans, ce qui lui ferait donc en 64, mais il y a d'autres ouvrages... Bon, on ne va pas s'étendre là maintenant. Encore un autre exemple d'une toile restaurée, c'est une cérémonie d'ordination dans l'autre Honganji. Le pavillon des nuages flottants se trouve au Nishi-Honganji, celui de l'ouest, et là c'est une cérémonie d'ordination au Honganji de l'est, le Higashi-Honganji. Alors vous voyez que la salle du temple, ma foi, est quand même un peu simple et dépouillée. C'est pour la bonne raison qu'il avait entièrement brûlé, et que là on est dans une chapelle provisoire où donc est tenue l'ordination des bonzes qui sont tout jeunes puisqu'on peut être, ordination, recevoir la tonsure dès l'âge de 9 ans à l'exemple du fondateur Shinran. Et voilà encore une esquisse prise sur le vif et vous voyez qu'il a rajouté ce bonzillon, n'est-ce pas, à côté du pilier, qui lui avait tapé dans l'œil parce qu'il en a fait plusieurs portraits sous toutes les coutures, enfin si je puis dire. Et puis la fameuse illustration, c'est bien choisi pour notre programme, cette gravure parue dans Londres Illustré, qui évoque non pas l'ouverture, mais au contraire le dernier jour de l'exposition du Trocadéro, de la partie donc des collections de Guimet. Vous voyez même que sous la vitrine à gauche, il y a déjà une caisse qui est prête pour emballer. Qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, sur la droite, le fameux mandala, c'est-à-dire l'ensemble de statues organisées de manière symboliquement significative, tel qu'il est disposé au temple Toji de Kyoto. Et noyé, alors ça c'est aussi une mode à l'époque, je ne sais pas si quelqu'un s'est penché sur la question, noyé, vous voyez, dans les plantes vertes. Il n'y a pas une expo, un musée qui n'est pas rempli de plantes vertes à l'époque. Et puis, alors au mur, détail très intéressant, les toiles de Régamet, dont un bon nombre, justement, ne peuvent être connues qu'avec des exemples de gens. Et là, vous voyez tout en haut, dans cette colonne tout en haut, vous reconnaissez les bonzillons. Donc c'est un dessin de Régamet qui s'est montré lui-même, vous voyez ici à droite, à gauche, avec Guimet. Voilà. Et puis, donc, sur cette photo de droite, eh bien, vous reconnaissez également la peinture des bonzillons au milieu en haut. Et il y a plusieurs de ces photos dans les archives du musée, donc espérons qu'à terme, on va pouvoir reconstituer l'inventaire des peintures de Régamet existantes. Et Guimet avait fourni là aussi une notice explicative extrêmement bien documentée sur ses collections et notamment sur le mandala. Vous voyez, il avait fait le plan, c'était très pédagogique. Et on pourra en dire autant, je ne peux pas m'étendre non plus là-dessus, sur toutes les éditions du guide illustré du musée Guimet, qui est dû surtout à
comment il faut dire, son souffre-douleur Miloué, qui donne à chaque fois une introduction aux religions, puisque Guimet, ce qu'il ouvre, c'est un musée des religions. D'abord à Lyon, en 1879, donc une année après l'exposition de Trocadéro, et il y a une pré-inauguration lors d'un congrès de la section provinciale des orientalistes. Je le mentionne puisqu'on a parlé de ces fameux congrès, et là aussi il n'y a que des congrès sur tous les sujets, avec certains, n'est-ce pas, dans le cadre de Guimet en particulier, il y a des scissions entre les orientalistes académiques et les orientalistes pratiques, comme on dit à l'époque. Et par exemple, lors de cette session de Lyon, la session provinciale, il n'y a seulement Maspero qui fait le voyage. Il faut dire que Guimet, il a organisé cette session provinciale à Lyon 4 semaines avant la session internationale à Florence. Il y avait comme une certaine provocation chez lui. Et on n'apprécie pas le fait, dans son cas et d'autres d'ailleurs, qu'il présente des indigènes. Il y a des Japonais qui vont lire leur propre traduction de certains articles, et à l'époque, on trouve que les scientifiques trouvent que ce n'est pas, au fond, de bonne loi. Vous avez encore ici une photo montrant Régamay, et on voit un peu l'accumulation des pièces rapportées par Guimet. Mais je voulais aussi attirer votre attention sur cette grande peinture, Grand Kakejiku, derrière la tête de Régamay, qui vous montre l'arrivée du Bouddha Amida venant accueillir les mourants, entouré de 25 bodhisattvas musiciens. Et là, la photo ici en couleur est reproduite dans le livre de Louis Frédéric sur les dieux du bouddhisme, si ma mémoire est bonne. Et voilà, si on arrivait à retrouver cette peinture à l'occasion, ça serait aussi une manière de... J'aime bien mettre ces... Pardon ? Elle existe. Oui, vous l'avez vu ? La photographie qui est dans le livre de Louis Frédéric, c'est moi qui l'ai faite. Ah ! Donc j'ai vu la peinture. Et qu'est-ce que vous en avez fait de la peinture ? Depuis que je ne suis plus au musée Guimet, ça fait quand même déjà 25 ans, donc je ne sais pas où est la peinture. Bon, surtout qu'elle est très bien, parce qu'elle est de grande taille quand même, elle ne devrait pas passer inaperçue. Et donc, après le Trocadéro, Guimet ouvre son musée des religions. Ça, c'est une allégorie composée par... C'est intéressant, elle est composée par Guimet entre le musée de Lyon et le musée de Paris. Mais elle est publiée dans les journaux à l'occasion de l'inauguration du musée de Paris, où on ne sait même pas si Régamay était présent. Pour différentes raisons, il y avait quand même un éloignement qui s'était marqué avec Émile. On le retrouve ici, tel capitaine... au bastingage de son navire. Et puis ici, quand même, un bonze, vous voyez, en visite, peut-être un de ses collaborateurs singalais que Guimet avait fait venir à Lyon. Et voilà cette citation que j'aime bien pour l'époque. Les dieux de la Chine et du Japon sont particulièrement affreux. Comment je dis qu'ils sont affreux, j'accepte le Bouddha, car je l'aime. J'aime son air de paix souriante. J'aime la béatitude avec laquelle il contemple son nombril. Il est tranquille, il est heureux, il est aimable, je l'aime. Malheureusement, ce Jérôme, c'est un pseudo, j'ai pas pu identifier qui c'était. Vous voyez, c'est à l'issue de l'ouverture du musée qu'on peut lire des choses comme ça dans la presse, et qui, je crois, traduit assez bien le sentiment qu'on porte au bouddhisme à l'époque. On aime bien les images du Bouddha, peut-être moins celles des dieux de science dans leur flamme, mais... voilà, c'était en quelque sorte une mise en condition, comme ces images de Bouddha qu'on voyait dans la photographie de Lottie, entre autres. Et puis ça, c'est l'aménagement donc du musée d'Émile Guimet, qui va procéder en 2 temps, en fait. Au début, il classe toutes ses collections bouddhiques en fonction des écoles qu'il a interrogées au Japon, et dans un 2e temps seulement, selon les principes iconographiques du fameux Butsu Zozui dont on a parlé tout à l'heure. Et je suis très curieux de voir qu'il était déjà entré à la BNF en 1863. Il y a toute une question là. Est-ce que Guimet, avant de partir au Japon, avait déjà lu la traduction du Butsuzui par Hoffman, publiée dans le Nippon de Fanciful? Franchement, on n'en a pas la preuve. Même si la bibliothèque possède un exemplaire, c'est d'une collection qui a été vendue d'un bibliophile après le voyage d'Émile. Toujours est-il que ce qu'il y a de certain historiquement, c'est qu'il a acheté le Butsuzui, la seconde édition, pendant son voyage au Japon. Il l'a acheté à Tokyo.
Et puis, il a encore donc une salle c'est la salle consacrée aux maîtres, après les Bouddhas, les dieux, les bodhisattvas, les dieux, il y a une salle consacrée aux maîtres, avec la fameuse statue de Chujo-hime, la nonne Chujo-hime, qui faisait les délices de Malraux. Et tout au fond, je le mentionne aussi pour ça, je le montre aussi pour ça, ce sont, on voit quelques-unes de 5 rouleaux de Katsunobu, représentant des rakan, et pour lequel Guimet avait quand même dépensé 35 piastres dans un temple de Ueno qui autrement avait été incendié au moment des événements de Meiji. Et là aussi, c'est une partie importante pour lui. Et 4 ont été tracés, il y a encore un cinquième rouleau qui devrait être retrouvé. Et enfin, donc, le redéploiement, n'est-ce pas, des collections bouddhiques japonaises de Guimet en 1991. Attendez, pour un Suisse, c'est toujours un peu délicat. 1991. Ce qui s'était passé après la mort de Guimet en 1918, son musée des religions est devenu petit à petit un musée d'art asiatique. Et même d'une manière tout à fait décisive avec l'arrivée de René Grousset, qui était du département des Beaux-Arts du ministère de l'Instruction publique, alors que Guimet se revendiquait du département de l'Instruction publique. Il se voulait un musée scientifique, éducatif, et non pas un musée des Beaux-Arts. Mais voilà, comme souvent, les volontés du donateur, je rappelle quand même, il avait fait don du contenant et du contenu à l'État, ne survivent pas toujours. Et à l'époque, dans les années 1920, l'ICF, nous dit Bernard Franck, a pu remonter le mandala un certain temps, il est reparti après, et donc c'est Bernard Franck qui nous a redéployé cet ensemble, 200 pièces, y compris des pièces acquises pour compléter la collection de Guimet. Donc ce n'est pas que de l'origine du voyage, principalement bien sûr, mais en outre, n'est-ce pas, ça avait été inauguré, ma foi de manière très solennelle, avec les bonzes du Toji. C'est une indication intéressante parce que, pour Guimet, ce n'était pas une copie factice. Il l'appelle, lui, un facsimilé. Il avait été fait dans toutes les règles de l'art. Ce n'est pas une copie stylistiquement identique, mais iconographiquement identique. Et le fait que des bonzes célèbres devant était, au fond, la confirmation de l'authenticité de sa démarche. Voilà, donc tel qu'était déployé le mandala, devant lequel la cérémonie de l'ouverture des yeux s'est aussi déroulée. Et puis ma foi, l'année dernière, c'est reparti à la cave jusqu'à la prochaine fois. Souffle le vent de l'impermanence, une fois de plus. Voilà, il y a un autre type d'exposition, j'ai encore... Un autre type d'exposition, ce sont les événements qu'organise Guimet. N'est-ce pas, les premières manifestations bouddhiques, ce sont sans doute ces bonzes anamites exhibés, on peut dire, lors de l'exposition universelle. Mais ils n'avaient pas fait forte impression, c'était quand même, ils passaient un peu quand même pour des... C'était pas la Vénus autantote, mais presque. Et alors que, par la suite, on va avoir des bonzes, qui sont d'ailleurs de l'école de la Terre pure, Koizumi Ryota et Yoshitsura Hogen, qui arrivent de Sri Lanka. On est au mois de janvier. La Seine, cette année-là, janvier 1891, avait gelé. Et à droite, le pauvre Yoshitsura, il est en Kodomo d'été. Et il meurt peu après de tuberculose, une fois rentré au Japon. Mais les deux vont célébrer alors une cérémonie tout à fait authentique dans la bibliothèque du musée Guimet. Après que le goût pour le japonisme bouddhique en particulier, sera retombé, 10 ans plus tard, c'est Mata Hari qui se produira au même endroit, dans ces danses lascives. Voilà, cette cérémonie, ça a été alors, tout Paris était, sauf le président de la République, contrairement à ce qu'on mentionne parfois, pour la bonne raison que même il y avait... Ça vous dit sans doute quelque chose, une question de laïcité à respecter, mais il y avait envoyé son aide de camp. Et voilà encore des dessins des gravures de Regamey. Donc je passe un peu vite. La statue de Shinran. Et puis Motoyoshi, c'est lui qui a traduit les textes pour l'époque. Motoyoshi Saizo, qui se brûle, jeune poète, qui essaye de monter des revues à Paris.
C'est juste pour évoquer tous ces Japonais qui sont là, qui défilent, qui parlent français, etc. Et il finit, il a travaillé pour Guimet, mais il finit indigent à la Salpêtrière. Donc voilà, il y a aussi des drames à cette époque. La autre cérémonie, avec Toki Horyu de l'école Shingon, ésotérique, devant le mandala, vous voyez, on voit aussi la pagode en bronze qu'on avait vu sur les photos, et Toki lui aussi deviendra un grand pontife de l'école Shingon. Ici, c'est Shimajimoku Island, c'est japonais qui est de passage en Europe, et c'est lorsqu'il est à Paris qu'il prend la peine, le risque d'écrire une pétition à l'empereur Meiji pour, sur la base de ce qu'il a vu en Europe, demander la séparation de l'État et de la religion. Et il termine en disant qu'il est prêt, évidemment, à mourir, d'avoir pris cette audace. Et Shimaji, et c'est intéressant, il était dans la conférence que Guimet a eue avec le représentant du Shinshu dans le pavillon des nuages flottants. C'était un des rares qui avait connu l'Europe. Et puis, un autre de ces Ryugakusei, de ces étudiants résidents, c'est Nanjo Bunyu, qui ouvrira la première chaire de sanskrit au Japon après avoir étudié auprès de Max Muller à Oxford. Et alors, c'est une citation un peu longue, mais qui quand même est tellement évocatrice du clivage qu'il y avait à cette époque, n'est-ce pas, lorsque l'indianisme, Max Muller, dit « N'est-il pas grandement temps d'apprendre aux millions de Japonais qui professent la religion bouddhique que cette doctrine d'Amitabha, c'est la terre pure, c'est Amida, est toute celle du Mahayana ». Ça fait quand même beaucoup, ne sont que des formes secondaires du bouddhisme, une corruption de la pure doctrine du royal prince, et que s'ils veulent être vraiment bouddhistes, ils doivent revenir aux paroles du Bouddha telles que les ont conservées les anciens sutras. Comprenez les textes en pali. Au lieu de s'en rapporter comme ils le font maintenant les traductions chinoises, souvent infidèles, de traités Mahayana altérés et démoralisants, pourquoi n'aurait-il pas des traductions japonaises des meilleures parties de la vraie doctrine du Bouddha qui élèverait leur esprit et leur donnerait une religion dont ils n'auraient pas à rougir? Il faut quand même un certain culot. Bon. Et puis alors on a justement, si en Angleterre on a Max Muller, en France on a Léon de Rosny. Et Sylvain Lévy aura des mots assez durs sur le rôle de Rosny, malgré tous ses mérites par ailleurs, et notamment en ce qui concerne le bouddhisme. Rosny n'a que mépris pour le bouddhisme japonais, c'est-à-dire que lui-même avait créé son propre système qui va le discréditer auprès des milieux académiques, son propre système de ce qu'il a baptisé le bouddhisme éclectique. Alors quelque chose qui est un peu dans les eaux de la théosophie de Madame Blavatsky, etc., mais qui malheureusement je ne retrouve pas. J'avais une citation de lui, la voilà. Il dit ceci à propos du bouddhisme japonais. Il ne lui reste plus grand-chose de la grande doctrine indienne que le nom de bouddhisme. Mais il est hors de doute que, tel qu'il est pratiqué de nos jours par la masse des insulaires de l'Asie orientale, il n'est plus rien qu'un tissu des plus extravagantes idolâtries. C'est assez dit. Par ailleurs, il publie quand même des articles sur les origines bouddhiques du christianisme, etc. Donc, malheureusement, celui-là même qui aurait été à même, par sa connaissance du japonais, d'exposer, d'introduire le bouddhisme nippon, ne l'a pas fait, ne l'a pas pu, ou ne l'a pas voulu. À l'inverse, vous avez un élève de Sylvain Lévy, Fujishima Ryohon, qui lui aussi appartient au Honganji, et qui va rester quelques années, qui va travailler avec le jeune Sylvain Lévy. Et ce qui est important, c'est que Fujishima accompagnait Fujieda Takutsu. Et Fujieda Takutsu n'était autre qu'un cousin du 21e patriarche du Honganji, et ça va être déterminant pour la suite des événements. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Lorsqu'il rentre au Japon, Fujishima, il fera offrir par le Honganji le premier exemplaire du Tripitaka, du canon bouddhique japonais, à la société asiatique, et non pas au musée Guimet, qui n'en avait pas encore à l'époque. Il ne l'aura que plus tard. Et puis, il va, Fujishima, avec donc Sylvain Lévy, traduire cet ouvrage qui s'appelle Le bouddhisme japonais. Et c'est à cette occasion, c'est pour ça que j'insiste, que Sylvain Lévy commence, avec Fujishima et Fujieda, à apprendre le chinois, ou du moins à apprendre à lire les kanji. Donc ça va être déterminant, puisque Sylvain Lévy va inventer la méthode comptable. Enfin,
initié la méthode comparatiste où, dans les études bouddhiques, confronter toutes les langues canoniques, pali, sanskrit, tibétain et chinois. C'est ça qu'enseignait le professeur Jacquemet à l'Université de Lausanne, un programme qui malheureusement aujourd'hui a disparu. Et puis Sylvain Lévy, toujours avec cette filière Honganji, a connu Otani Sonyu, que vous avez à droite, qui lui était un fils du patriarche. Le dernier des 4 fils Otani, c'est une légende au Japon, les 4 fils Otani, tous des baraques, des forces de la nature. Eh bien, Otani Sonyu, c'est lui qui va contribuer au financement du Hobo-Girin, donc le dictionnaire francophone encyclopédique du bouddhisme à partir des sources chinoises et japonaises, les 2 premiers fascicules plus la table du canon de Taisho. Et puis, vous voyez que dans le livre de Fujishima, on avait quand même la liste des 75 dharmas constitutifs, les éléments constitutifs du réel. C'était vraiment, disons, très sérieux, mais un peu dépareillé par une introduction un peu trop apologétique et un peu trop comparatiste avec les philosophies d'Occident. Et puis Otani Sonyu avait une fille, la poétesse Kujo Kakeko, qui, donc la sœur d'Otani Sonyu, fille elle-même du patriarche, à qui Madame Sylvain Lévy apprenait le français pendant son séjour au Japon. Poétesse fameuse aujourd'hui et que je vous présente parce que c'est jusqu'ici ma présentation manquait un peu de femme, vous voyez, et elle passait pour l'une des 3 beautés de l'époque Taisho au Japon. Mais ça montre aussi que le bouddhisme japonais, en tant que tel, en France lui-même, passe un peu à la trappe, soit parce qu'on trouve que les cérémonies, comme on l'a vu au musée Guimet, sont finalement pas bien différentes de la liturgie catholique, soit parce que la doctrine, l'absence d'âme, notamment, des choses comme ça, est quand même trop déroutante et qu'on va se tourner vers des philosophies, des spiritualités moins déroutantes, comme l'hindouisme, c'est l'époque de Rabindranath Tagore et autres. Et enfin, au niveau des arts, évidemment, le japonisme bouddhique, tel qu'on a pu le voir à travers les collections de Guimet, eh bien, tombe définitivement avec l'exposition de 1900, où on a des pièces venues des collections impériales elles-mêmes, comme cette magnifique peinture du Bodhisattva Samantabhadra, Fugen Bosatsu, qui font paraître un peu pâles les œuvres de l'époque Edo en comparaison. Et je vous remercie pour votre attention.